Le propos de l'intervention, c'était de donner une vision des stéréotypes un peu différente de celle qu'on a de façon un peu automatique. C'est-à-dire, premièrement, de dire on n'est pas dans la culpabilité, hein, on n'est pas dans une logique bien-mal. C'est-à-dire qu'on a mis 50 ans dans la littérature scientifique à comprendre qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de stéréotypes. Bon, mais il fallait le faire ce travail, probablement. Donc aujourd'hui, on est dans une dialectique qui consiste à se dire les stéréotypes nous tombent dessus bien avant qu'on s'en rende compte. Ils font partie de nous, ils font partie de notre culture, de notre patrimoine social. Donc on ne va pas les effacer. Par contre, on va apprendre à vivre en paix avec eux. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que dans une situation d'évaluation, quelle qu'elle soit, sur les autres ou sur soi-même, on soit capable de les mettre de côté et de se dire à soi-même arrête de me polluer avec ce que tu entends dire des femmes, des seniors, etc., etc. Donc on est dans une posture un peu déculpabilisatrice qui consiste à dire vous avez des stéréotypes mais tout va bien, acceptez-les, arrêtez de nous faire croire que vous n'en avez pas, arrêtez de vous faire croire que vous êtes quelqu'un de bien et que vous n'en avez pas. Le fait que vous en ayez ne fait pas de vous quelqu'un de mal. Ça fait de vous un humain qui a un cerveau biaisé parce que ce cerveau a des besoins de simplicité et de rapidité auxquels répondent parfaitement les stéréotypes. Donc ça, c'était le premier angle. Et le deuxième angle, c'était de sortir de l'idée que les stéréotypes ne concernent que l'image qu'on a des autres. Ça concerne évidemment l'image qu'on a de soi-même, c'est-à-dire du groupe auquel on appartient. Et spécifiquement par rapport à aujourd'hui, le sujet, c'était l'autostéréotype des femmes. Et quand on appartient à un groupe qui est historiquement stigmatisé ou exclu d'un système d'entreprise qui a été pensé pour et par les hommes, forcément, on est victime de stéréotypes. Et ces stéréotypes, on peut finir par y croire. On peut finir par les attribuer à soi-même. Et là, ça découle sur un processus très classique que l'on appelle l'autocensure. Au lieu de combattre des stéréotypes dont je suis la cible, je finis malgré moi par y croire. Et si je finis par croire le fait que je ne suis pas capable, eh bien je ne candidate pas sur des postes, donc je m'auto-censure. Mais le problème, c'est que cette autocensure réalimente les stéréotypes que les hommes ont envers les femmes, puisque en ne candidatant pas, en quelque sorte, elle leur donne raison. Et donc le travail, c'est de travailler, l'idée c'est de travailler sur ces trois niveaux de stéréotypes en même temps. Quelle image les hommes ont des femmes, quelle image les femmes ont d'elles-mêmes, et quelle image les femmes se font du stéréotype que les hommes ont envers elles. Et c'est seulement en travaillant sur ces trois niveaux qu'on peut faire avancer les hommes et les femmes au-delà des process RH sur une prise de conscience et une montée en maturité par rapport à leurs stéréotypes et par rapport à leur cerveau. La société nous dit depuis la nuit des temps que c'est mal d'avoir des stéréotypes, que c'est mal de discriminer et que au pire ce qui peut nous arriver c'est d'aller en enfer carrément. Bon. Donc, évidemment que j'ai pas envie d'aller en enfer, quelle que soit la façon dont il est incarné, hein. Donc je dis j'en ai pas. Si on me dit que je suis un méchant, je dis non, je ne suis pas un méchant. Donc à partir du moment où vous changez le regard et vous dites mais vous n'êtes pas un méchant, vous êtes juste un humain. Donc j'ai le droit d'en avoir. Bien sûr, vous avez le droit d'en avoir. Vous n'avez juste pas le droit de vous en servir. C'est ça la différence. On ne vous accuse pas d'en avoir, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes coupable si vous les utilisez abusivement dans tout acte d'évaluation, entretien d'évaluation, entretien de recrutement, blablabla. D'accord ? Donc, on est humble, et une fois qu'on est humble et qu'on a mis le stéréotype à distance, aujourd'hui la littérature scientifique est capable de lister les facteurs qui vont nous permettre de lutter contre au quotidien. Par exemple, pour prendre le plus basique, on sait que la fatigue augmente le risque de recours aux stéréotypes. Donc si je suis recruteur et que je sais qu'à 19h il me reste 20% de batterie comme dans mon iPhone, si je démarre un entretien d'embauche à ce moment-là, je sais qu'il ne me reste que 20% pour lutter contre mes stéréotypes. Donc je vais plutôt mettre mes entretiens d'embauche à 9h le matin, c'est-à-dire quand j'ai mon cerveau totalement frais. Donc ça, c'est des petits trucs du quotidien que les RH, les managers, les recruteurs peuvent mettre en place, mais aussi les candidats. Gestion du stress, sentiment de contrôle, fatigue, surcharge mentale, motivation. Tout ça, c'est des facteurs qui ont été identifiés comme des outils extrêmement puissants, non pas pour effacer les stéréotypes, mais pour les rendre inopérants dans un contexte précis.
Cette matinée, ce genre de forum, pour moi, c'est des moments importants parce que vous donnez la parole à des gens qui ne l'ont jamais, à des gens qui ont un sentiment profond d'être victimes de discrimination. Moi, j'ai plein de gens qui sont venus me voir depuis que la conférence est finie, en disant « Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, jamais je m'étais rendu compte que c'est ce qui m'arrivait, j'accumule des lettres de refus, j'accumule des... » Et elle me dit « C'est de plus en plus dur d'aller au combat. » C'est en psychologie sociale ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Hein, c'est-à-dire que je finis par internaliser, par croire à mon impuissance. Mais c'est un cercle vicieux. Moins j'y crois, moins j'ai confiance, plus je vais à l'entretien d'embauche en étant persuadé que je l'aurai pas, et évidemment c'est la posture qui me garantit que je l'aurai pas. Bon. Et du coup ça renforce l'illusion que j'ai que je suis nul. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important ce genre d'événement, parce qu'à un moment donné vous venez casser un espèce de cercle vicieux et dire arrêtez ça, stop. Il n'y a aucune raison logique de penser que votre cerveau est prédisposé à l'échec. Aucune. C'est des choses qu'on met dans votre tête, c'est des choses que la société continue à alimenter quand on est une femme, mais au même titre que quand on est un senior, ou quand on n'a pas la bonne couleur de peau, ou quand on est gay, etc. Donc c'est important parce que pour moi c'est très important parce que la plupart du temps, moi je travaille de l'autre côté de la barrière. J'accompagne des DRH, j'accompagne des recruteurs, j'accompagne des managers, mais les candidats, il faut les accompagner. Parce que moi, si je ne fais pas attention en tant que candidat, j'ai le pouvoir de me mettre moi-même en échec. Si je démarre un entretien en me disant « Ok, j'y vais, mais de toute façon, vu ma tête, il ne me prendra pas », ben c'est moi qui crée potentiellement ma propre discrimination. Alors il suffit qu'en face, j'ai un recruteur qu'on a juste besoin de pousser un tout petit peu pour qu'il saute de la falaise, et évidemment, 3/4 d'heure après, l'entretien est un échec, forcément. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est extrêmement important, et pour toutes ces personnes, d'entendre, et d'ailleurs, des choses qu'elles ne sont pas très heureuses d'entendre, hein, parce que ce qu'on leur dit, c'est attention, vous êtes malgré vous acteurs et actrices de votre propre discrimination. Évidemment, parfois, ça pique un peu les oreilles, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on vienne les mettre dans une posture de victime, et on leur dit non, non, vous n'êtes pas que victime, vous êtes acteur de votre propre destin, d'accord? Mais en fait, quand on arrive à faire passer le message, c'est extrêmement agréable, parce qu'on leur dit vous n'êtes pas que passif. Vous avez un rôle à jouer, vous êtes actif, vous êtes acteur et actrice de votre propre destin.